Bienvenue dans ce webinaire qui vous est proposé par Nestlé Health Science. Je suis Nadège Pichon, je suis responsable médicale sur la partie maladie de Crohn et Modulène, ainsi que sur la pédiatrie. J'ai le plaisir, donc je vous souhaite à tous, à tous et à toutes la bienvenue dans cette session. J'ai le plaisir d'accueillir pour l'animation de ces webinaires sur la place de la nutrition dans le traitement des patients atteints de maladie de Crohn chez l'enfant et l'adulte, deux experts du domaine. Donc le professeur Franck Rumelleux, qui est pédiatre gastro-entérologue et chef du service de gastro-entérologie et nutrition pédiatrique de l'hôpital universitaire Necker Enfants Malades à Paris. Son intervention portera sur la place de la nutrition dans le traitement d'induction et d'entretien de l'enfant. Et le professeur Xavier Buterne, qui est gastro-entérologue et chef du service de gastro-entérologie et nutrition du CHU de Nice. Son intervention portera en deuxième partie sur la place de la nutrition en cas de complications chez l'adulte. Donc durant cette session qui est enregistrée, vos caméras et micros sont coupés. Vous pouvez poser vos questions dans le chat et nous réserverons 10 minutes de questions-réponses à la fin de ce webinaire. Je laisse maintenant avec un grand plaisir la parole au professeur Franck Rumelleux pour la première partie sur la pédiatrie. Très bien, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, chers collègues, tout d'abord un grand merci à Nadège et l'équipe de Nestlé Health Science pour nous réunir aujourd'hui autour d'un sujet qui nous est cher, qui est la prise en charge des patients avec maladie de Crohn et surtout la place d'un traitement autre que le traitement médicamenteux ou chirurgical, qui est le traitement nutritionnel. Je veux juste vérifier, est-ce que la diapo passe bien? Est-ce que vous voyez bien l'écran? Est-ce que le son est bon? Oui, absolument, c'est parfait, Franck. Si c'est le cas, c'est parti. La petite photo de mes interactions avec l'industrie et on commence par un aperçu de l'évolution d'une maladie inflammatoire, notamment de maladie de Crohn, qui évolue en fait sur le temps avec des poussées d'inflammation qui aboutissent lors de la première grande poussée au diagnostic de la maladie et surtout l'enjeu sur la durée qui est des dégâts au niveau de l'intestin, au niveau des structures para-intestinales qui font que l'intestin va moins bien fonctionner et qu'il y a des risques de séquelles à long terme. Donc, une prise en charge thérapeutique vise à diminuer l'inflammation et surtout préserver l'intestin des dommages. Et idéalement, on a l'ambition pour nos patients d'avoir un traitement qui, dans un monde idéal, éteint le feu d'inflammation direct. Et il y a peut-être une fenêtre d'opportunité qui est tout au début de la prise en charge du patient, quand il y a peu, voire pas encore des dommages sur l'intestin, pour obtenir un résultat théorique à long terme qui est celui-là. Une seule poussée inflammatoire qui aboutit au diagnostic et tout au long de la vie, un contrôle parfait de la maladie. Ça, c'est la théorie. On atteint cet objectif pour quelques patients, mais pas pour tous. Et surtout, on sait aujourd'hui qu'avec un traitement médicamenteux seul, c'est très difficile d'obtenir un contrôle parfait tout au long de la vie, car la maladie est multifactorielle et le contact d'environnement qui stimule l'inflammation, notamment via le microbiote et l'alimentation, est un élément important qui fait que la maladie est devenue une maladie chronique, d'où l'intérêt de traiter à ce niveau-là. Alors, nous savons en pédiatrie, mais aussi les collègues qui s'occupent de patients adultes, très bien qu'un traitement d'induction, un traitement d'attaque quand il y a beaucoup de poussées d'inflammatoire qui repose sur un traitement nutritionnel est efficace. C'est bien établi. Ça fait plus que 20 ans, tout le monde le sait. Il y a au moins 80% des patients, si ce n'est pas plus, qui répondent à un traitement nutritionnel qui a abouti aux premières recommandations, le premier consensus pour développer des guidelines, comment traiter la maladie de Crohn de l'enfant, dont je vais parler dans mon topo, donc le premier, uniquement en pédiatrie, et Xavier Buterne après va compléter par des données pour les patients adultes. C'est très bien établi que le traitement nutritionnel sous forme de nutrition entérale exclusive fonctionne très bien pour calmer l'inflammation chez les patients. C'est pourquoi c'est devenu la première recommandation pour la prise en charge d'un nouveau patient avec une maladie de Crohn luminale. C'était dans les premières recommandations en 2014 et après dans la mise à jour en 2020, effectivement, la nutrition entérale est un élément clé dans la prise en charge des patients avec une maladie de Crohn et opposé à un traitement par médicaments, notamment immunosuppresseurs et traitement anti-TNF. Pourquoi est-ce qu'il y a cette position de nutrition entérale aussi
prédominante et aussi bien fléchée en première intention. Ça fonctionne aussi bien qu'un traitement en corticoïdes. C'est une diapo qui date, mais qui a repris plusieurs études qui ont comparé un traitement d'induction chez le patient avec maladie de Crohn par corticoïdes, c'est ici à droite, versus une nutrition entérale. Et vous voyez dans ces études qui datent, et il y a plusieurs études depuis qui sont plus récentes, on a toujours une équivalence dans l'efficacité, c'est-à-dire la nutrition entérale est aussi efficace qu'un traitement par corticoïde pour calmer l'inflammation, pour induire la rémission. Par contre, il n'y a pas du tout le profil de safety, d'effets secondaires qu'on a malheureusement, qui est défavorable pour les corticoïdes et particulièrement en pédiatrie, comme il y a un effet sur la croissance par les corticoïdes, c'est-à-dire ça freine la croissance. Et heureusement, le traitement nutritionnel a plutôt l'effet inverse, c'est-à-dire pas ce freinage de croissance, mais plutôt une stimulation de la croissance. L'autre élément qui est extrêmement important, qui est un peu plus récent, mais qui s'est bien établi aujourd'hui, c'est aussi efficace l'un que l'autre, mais on voit avec un traitement nutritionnel sous forme de nutrition entérale en exclusive, un effet sur la muqueuse, et c'est sur cette photo, peut-être elle vous choque un peu à cette heure-là. Ça, c'est une présentation d'une énorme ulcération dans le côlon d'un patient avec une nouvelle maladie de Crohn. Et au bout de 2 mois de traitement, vous voyez une belle cicatrisation, une petite plaie là encore ici, à minima, qui a bien cicatrisé, qui indique là où il y avait cette ulcération. C'est ce qu'on obtient très facilement avec un traitement en nutrition entérale. C'est ce qu'on appelle la cicatrisation des muqueuses ou le mucosal healing en anglais, qui est beaucoup plus efficace en traitement nutritionnel par rapport aux corticoïdes. Nous avons fait une étude il y a quelques années chez nous à Necker, où nous avons comparé des patients avec une nouvelle maladie, soit sous traitement de nutrition entérale, là ils ont reçu le produit Modulène, soit une corticothérapie, et après l'évolution au bout de 8 semaines, donc 2 mois de traitement, tous les patients sont rentrés en rémission, donc une très bonne réponse avec les 2 traitements. Mais si on regarde le score endoscopique pour mesurer la cicatrisation de la muqueuse, c'est un petit effectif, mais vous voyez pratiquement tous les patients ont cicatrisé la muqueuse sous traitement nutritionnel. Par contre, il y avait juste un patient sur 6 sous traitement corticoïde. Cette étude écho d'autres études, comme c'est une étude italienne montrée sur cette diapo, qui a trouvé exactement la même chose, des patients avec l'inflammation liée à la maladie de Crohn, l'ilion par rapport au côlon. Et vous voyez, avant le traitement, après le traitement, il y a avec en blanc un traitement nutritionnel, en noir un traitement par corticoïde, une cicatrisation de la muqueuse qui se traduit même au niveau histologique à une baisse significative du score d'inflammation sous le traitement nutritionnel et dans le côlon ici et dans l'ilion. Par contre, sous corticoïdes, l'inflammation n'est pas significativement diminuée. Donc, un net avantage pour obtenir la guérison des lésions dans la muqueuse pour un traitement nutritionnel. Comment fonctionne le traitement nutritionnel? C'est un sujet assez large. Je vais juste donner quelques petites réflexions. On pourra discuter si vous le souhaitez un peu plus tard. On a surtout vu des données sur la dysbiose, c'est-à-dire chez nos patients, les bactéries dans l'intestin sont perturbées liées à la maladie, perturbées liées à l'inflammation. Et quand vous traitez les patients avec des corticoïdes, vous éteignez le feu d'inflammation, je vous ai dit, les plaies cicatrisent légèrement, mais pas complètement, mais on modifie également cette dysbiose. Et c'est ce qu'on a montré dans une étude publiée il y a 3 ou 4 ans, oui, 2019. On a regardé au niveau des bactéries dans l'intestin. Vous avez les patients qui ont un profil, quand ils sont inflammatoires, qui est dans ce cercle-là. Et vous voyez très bien, avec un traitement nutritionnel sous forme de modulène, ça shift dans un sens qui est complètement opposé par rapport à ce qu'on observe avec les corticoïdes. Et c'est assez logique. On change l'alimentation radicalement, on diminue l'inflammation et vous avez une modification de la flore intestinale qui est un élément dans la prise en charge du patient qui est complètement différent en fonction de ce que vous faites. Donc, avec le corticoïde, vous obtenez un effet qui n'a rien à voir par rapport au traitement nutritionnel. Donc, le traitement nutritionnel, il fonctionne, mais pourquoi nos patients qui sont des ados acceptent de faire pendant 2 mois un traitement nutritionnel qui n'est pas si simple? J'ai laissé cette diapo volontairement en anglais parce qu'il y a un petit jeu de mots. Est-ce que les patients acceptent parce qu'ils veulent être gentils avec les docteurs? Bon, parfois, ils n'osent pas vraiment contredire, mais ce n'est pas la première motivation.
Parce que les parents font de la pression, ils veulent être sages et gentils avec leurs parents, ça joue un peu, mais c'est pas ça non plus. Parce qu'ils ont peur des effets secondaires de la corticothérapie, notamment de l'acné. Ça, c'est un élément qui est très fort, ça c'est très clair. Parce qu'ils pensent que les docteurs sont un peu obsessionnels avec l'alimentation, bah, ça c'est très clair, on leur expose ça très largement, justement, comme c'est très efficace. Mais surtout, comme on dit en anglais, they want to look great. Ils veulent être bien, great dans le sens ils veulent être grands. Donc le retard sur la croissance, ça c'est l'élément qui est extrêmement important et qui motive les patients de suivre le traitement. Je m'explique, sur une courbe d'un patient qu'on a vu il y a quelques années, prise en charge chez nous, vous voyez la croissance pour la taille ici, pour le poids ici, c'est tout régulier jusqu'au début de la maladie. Lié à l'inflammation, la croissance ralentit considérablement, vous voyez, au lieu de grandir comme ça, il grandit beaucoup moins vite, il perd du poids, il est traité, le diagnostic est fait par corticoïdes qui permet de gagner du poids, mais malheureusement lié à l'effet de corticoïdes aggravé ce retard de croissance. Et quand moi je le vois lors d'une nouvelle poussée, il a de nouveau perdu du poids, on le met sous traitement nutritionnel et vous voyez très bien la croissance, enfin, elle commence à rattraper et donc il accélère sa croissance, il n'y a pas cet effet d'inhibition. Il reprend du poids et surtout la maladie est bien contrôlée. Là, c'est un élément qui distingue les ados ou les enfants par rapport aux patients adultes dans la compréhension vis-à-vis de ce traitement, parce qu'ils ne veulent pas garder ce retard de croissance. Ils veulent, à juste titre, avoir une croissance qui se normalise et qui rattrape complètement. Et là, le traitement nutritionnel a un net avantage par rapport au traitement par corticoïdes. Le deuxième élément, pourquoi est-ce que c'est possible de faire ce traitement nutritionnel? Parce que ça agit très vite. Là, c'est une vieille étude anglaise sur 12 patients. Ils ont bien montré, on le répète pour chaque nouveau patient, au bout de 3-5 jours, il y a vraiment des effets spectaculaires, dans le sens, les symptômes cliniques, les douleurs, les ces liquides, ça commence à s'alléger, ils ont moins mal. Et quand on regarde au niveau biologie, les paramètres d'inflammation systémique, la CRP, ça baisse très très vite. Donc il y a un effet rapide qui est important. Comment faire la nutrition entérale? Moi, j'utilise le terme nutrition entérale pour le traitement nutritionnel parce que initialement, c'était fait par une sonde nasogastrique pour donner un débit constant tout au long d'une journée par une petite pompe, l'alimentation à débit constant. Mais ça fonctionne aussi bien quand un patient le prend sous forme de repas, c'est-à-dire sous forme de bolus, il boit 500 millilitres, puis prend 700 millilitres, un autre repas de 1 litre, fractionné sur la journée, ce qu'on a comparé ici, l'efficacité, le score d'activité de la maladie avant de commencer, au bout de 4 semaines, au bout de 8 semaines. Par contre, peut-être l'effet un peu plus rapide, mais au bout de 2 mois, vous voyez très bien, le contrôle de la maladie est parfait, peu importe si c'est bu par la bouche ou par sonde. Ça facilite la vie pour les patients parce que ce qui les dérange beaucoup, c'est d'être vu avec une sonde qui est dans le nez toute la journée. Par contre, si on le boit par bolus, bah, ça ne se voit pas. Donc, c'est beaucoup plus simple pour les ados. En pratique, le traitement par nutrition entérale exclusive, donc ça veut dire c'est une alimentation à base d'un lait, donc une seule source alimentaire, il n'y a rien d'autre à manger, il n'y a pas de solide à manger, il n'y a que le lait. Moi, je dis toujours aux patients, c'est comme le bébé, comment on nourrit un bébé, un nourrisson. On peut le faire par sonde, mais c'est beaucoup plus simple si c'est fait par os, si le patient le souhaite. Si c'est bu par la bouche, et pas par sonde, le goût du produit joue énormément. Donc, les produits qui sont à base polymérique sont préférés par rapport aux bases élémentaires par les patients parce que le goût est beaucoup plus agréable. Donc, il y en a qui ont un goût comme du lait parce que c'est du lait, donc ça, c'est beaucoup plus simple. Et surtout, la durée en exclusif, c'est pendant 6, plutôt 8 semaines. Pourquoi aussi long si l'effet s'installe très vite? Bah, on veut la cicatrisation de la muqueuse et ça ne se fait pas en quelques jours, il faut quand même plusieurs semaines, voire plusieurs mois de traitement. Donc, c'est pour ça cette limite de 8 semaines. Alors, quelle est la difficulté? La difficulté, surtout, c'est le E pour exclusif, c'est-à-dire de prendre que du lait. Pour un ado, ça se traduit par 2,5 litres égale 2500 kilocalories quand il est en phase de pleine croissance par jour. Donc, c'est beaucoup et rien d'autre à manger. Donc, il n'y a pas des pommes à manger ou je ne sais pas quoi, des bananes ou autre.
Donc ça dérange les patients, c'est pas évident. Et je vous montre 2 exemples de patients. Ça, c'est un collègue à Glasgow qui m'a donné la photo de son patient qui a empelé ses boîtes de Modulène après la fin de son traitement. Vous voyez en 2 mois ce qu'il a bu. Et ça, c'est un patient que moi je suivais qui m'a envoyé ça en photo quand il a fini son traitement. Donc, il a écrit avec le boîte Champion. Donc, ils sont fiers et il y a un vrai travail de soutien à faire, un soutien psychologique pour ça. La prescription est simple, prends 2 litres ou 2 litres et demi de Modulène ou un autre produit par jour pour ton traitement, et on se verra dans 2 mois, ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment euh, motiver les patients, les suivre très près. Notre diététicienne les appelle au bout d'une semaine pour voir est-ce que tout est bon. On a des services avec prestataires qui passent à la maison, vraiment pour bien motiver le patient et aussi regarder si tout se passe bien, si tout est bien compris. Est-ce qu'on pourrait mettre une diète qui n'est pas en exclusif, mais qui est juste partielle? C'est une question qui nous travaille depuis longtemps parce qu'il y a des patients qui craquent, qui disent il faut que je mange, il faut que je mâche, il faut que j'ai quelque chose parce que je ne tiens pas juste avec du lait, avec du liquide. La réponse est un peu compliquée. On va travailler ça sur quelques diapos là parce qu'initialement, la réponse était clairement non. Si on fait juste un supplément sous forme de modulène ou un autre lait, comme traitement d'attaque, et on laisse le patient manger librement, il n'y a pas d'effet significatif sur le contrôle de la maladie. Ça, c'est une étude anglaise qui a été publiée il y a presque 20 ans maintenant, qui date, mais qui a bien établi un patient qui a un apport en exclusif, donc T pour total ou exclusif, ou partiel, bah, la baisse des scores de la maladie n'est pas aussi bon si c'est juste partiel par rapport à exclusif. Donc, la recommandation, c'était de ne pas utiliser ce traitement uniquement en traitement partiel. Ça a changé. Aujourd'hui, il y a plusieurs groupes qui ont travaillé sur des régimes associés pour induire la rémission en phase active et initiale pour voir est-ce qu'on ne peut pas surpasser un peu cet effet de modulé non exclusif ou d'Audley en exclusif, basé sur des données épidémiologiques et de recherche plus poussées, qui indiquent que la façon comment nous alimentons aujourd'hui, ce qu'on appelle la Western Diet, riche en sucre, en gras, beaucoup d'aliments transformés, est un élément qui perturbe à la fois la barrière épithéliale, donc l'étanchéité de l'épithélium, et aussi surtout la composition des bactéries et contribue à la dysbiose pour les patients, qui est un élément qui déclenche la maladie. Ce n'est pas le seul, c'est un élément. Donc, l'idée a émergé, il y avait plusieurs équipes de recherche qui ont travaillé là-dessus, de laisser une nutrition entérale, mais pas la faire en exclusif, mais juste en partiel, en ajoutant des aliments qui sont peut-être anti-inflammatoires, je ajoute le mot peut-être, et surtout en enlevant des aliments qui sont assez sûrs, voire prouvés d'être pro-inflammatoires. Et ça a donné naissance à une diète qui s'appelle CDED, pour Crohn's Disease Exclusion Diet, donc la diète exclusive pour la maladie de Crohn, avec un ajout de modulène, mais juste la moitié de la dose qu'on donnerait, et une étude qu'un collègue israélien a menée il y a 2 ou 3 ans maintenant, publiée, était comparer comment ça se passe sur 6 à 8 semaines si des patients sont alimentés comme on le faisait jusqu'à aujourd'hui en exclusif par modulène par rapport à la nouvelle diète plus un supplément modulène. Et là, c'était assez intéressant. Les données au bout de 6 semaines montraient l'efficacité pour obtenir une rémission avec la baisse du score de la maladie PCDAI pour les patients pédiatriques, comme le CDAI pour les patients adultes. Il n'y avait pas de différence entre, en bleu, la nouvelle diète plus le complément modulène par rapport au modulène en orange en exclusif. Et vous voyez par contre, il y avait une très grande différence. Bon, ce n'était pas un scoop parce qu'on s'y attendait. Dans la tolérance, c'est-à-dire la préférence et l'adhérence des patients au traitement. Si c'est que du lait, c'est très dur. Enfin, c'était 74% qui se disaient bien tolérer le traitement, c'est pas mal. Et c'est ce que rejoint ce que je vous ai dit au début. Il y a autour de 80 patients qui rentrent 80% des patients qui rentrent en rémission sous ce traitement, mais la grande majorité, pratiquement tous les patients, disent pas s'il y a des aliments à ajouter à manger. Et là, il y a une liste d'aliments qu'on pourrait discuter par la suite. C'est le programme Modulife que vous connaissez peut-être qui reprend tout ça,
c'est significativement mieux toléré par rapport au traitement en exclusif à base de lait. Donc ça, c'était un moment où on a compris on peut faire différemment par rapport au lait seul comme traitement exclusif. D'autres diètes existent. Ça, c'est une publication qui est sortie aussi il y a 3 ans, qui regardait une diète que les collègues écossais ont appelée CD Treat pour Crohn's Disease Treatment with Eating, c'est-à-dire c'est une diète qui mimait l'effet qui était avec la nutrition entérale exclusive dans sa composition, ce qui était permis comme aliment, mais qui permet des aliments solides pour les ingérer, pour les manger. Et vous voyez également, c'est une étude pilote sur un petit nombre de patients qui avaient une nette baisse d'un paramètre d'inflammation et également des paramètres d'inflammation dans les selles sur 4 et 8 semaines qui donnent vraiment, qui encouragent pour utiliser ce type d'approche dans le futur. Donc, il y a des alternatives. Donc, c'est très bien établi d'avoir un traitement nutritionnel d'induction. On a ouvert de l'exclusif, lait en exclusif versus quelques aliments sélectionnés en plus. Mais la vraie question pour moi, au-delà, c'est est-ce qu'il y a une place pour maintenir ce qu'on vient de gagner au bout de 2 mois de traitement pour maintenir un patient stable avec un traitement nutritionnel sur le long terme, sur 1 an, 2 ans, voire tout au long de sa vie. Et là, il y a des études en cours. Pourquoi est-ce qu'on cherche des stratégies alternatives au traitement médicamenteux? Parce qu'il y a beaucoup de patients avec maladie de Crohn qui sont extrêmement bien contrôlés par un traitement anti-TNF. Mais il y a des limites. Il y a des patients qui ne répondent pas, donc ce n'est pas tout le monde. Il y a des patients qui ont une perte d'efficacité avec le temps. Il y en a 20-30% qui échappent avec le temps. Des patients qui s'immunisent, qui perdent également une efficacité et surtout des risques potentiels d'effets secondaires qui peuvent s'installer avec le temps ou qui peuvent être immédiats. Et quand on discute avec les familles, avec les patients, cette approche médicamenteuse ressort toujours la discussion autour de risques de cancer, de risques de lymphome. Une étude qui est assez récente, franco-française, qui porte sur bientôt presque 200 000 patients, donc très très puissante, basée sur les données de la Sécu, confirme très clairement un patient qui n'a pas de traitement immunosuppresseur comme les Limurel, les thiopurine ou anti-TNF, le risque n'est pas zéro, mais il est faible, mais il augmente en fonction de ce qu'il reçoit comme médicament, surtout si c'est combiné de médicaments, voire plus. Donc, nous avons aujourd'hui dans nos recommandations, effectivement, introduit la notion. Il y a des patients qui peuvent être maintenus sous traitement nutritionnel sur la durée, des patients qui sont en rémission, mais il n'y a pas encore beaucoup d'études qui nous le disent. Ça, on peut passer. Il y a quelques données dans la littérature pour des patients adultes, surtout des patients japonais, des études japonaises, qui ont reçu une résection pour induire une rémission, qui par la suite avaient 50% d'un traitement nutritionnel, surtout par sonde pour la majorité. Et vous voyez avec la durée sur 1 an, voire 1 an et demi presque, il y a moins de rechutes dans le groupe, ici en pointillé, qui reçoivent le traitement nutritionnel en plus par rapport à ceux qui ne l'ont pas. Ça, je vais zapper parce que je vous montre ça. Et il y a des données qui indiquent effectivement, encore des patients adultes, que l'ajout d'un traitement nutritionnel, en plus d'un traitement anti-TNF, ici sous forme d'infliximab, il y a 4 études qui l'ont étudié, donne un avantage pour les patients qui ont le traitement nutritionnel, donc qui visent un peu en amont de la cascade inflammation. Pour aller plus loin, nous avons posé la question, est-ce qu'il n'y a pas une étude pour mieux répondre à cette question possible, et surtout en pédiatrie pour nos patients? Et je vous partage, pour finir mon topo, le design et les premiers résultats d'une étude qui s'appelle CDHOPE, CD pour maladie de Crohn, Crohn's disease. Le design de l'étude, c'était les patients reçoivent le traitement d'induction sur 8 semaines, 6 à 8 semaines, par nutrition entérale exclusive, soit par os, soit par sonde. Et les patients qui répondent à ce traitement par la suite sont ceux qui sont d'accord pour participer à cette étude, randomisés dans 2 bras. Un bras qui fait pendant 6 semaines, il y a une alimentation normale. Pendant 2 semaines, on fait un cycle en nutrition entérale exclusif, donc pas d'aliments, que le lait. Le modulène a été utilisé pour cette étude. 6 semaines normales, 2 semaines à lait, ainsi de suite, sur une année. On regarde après combien de patients ont rechuté, combien sont en rémission.
comparé par un bras qui reçoit 25% de besoins caloriques sous forme de complément à modulène Peros. Et on a comparé les deux. Il y avait un total de 100 patients qui ont été inclus dans l'étude, 49 dans le groupe entéral cyclique, 51 dans le groupe supplément parentéral. Les patients, là, c'est les données se ressemblent. La grande majorité a une maladie iléo-cécale. Il n'y avait pas de patients qui avaient des sténoses. Ça, c'était exclu parce qu'ils ne peuvent pas si bien répondre à ce traitement. Et on va direct au résultat. L'étude montre très clairement un avantage, ça c'est ici en bleu, pour le groupe qui a du modulène en cyclique. Donc, pendant 2 semaines, puis 6 semaines d'alimentation normale, donc un cycle tous les 2 mois pendant 2 semaines. Il y avait un taux de rechute qui était nettement inférieur, à 49%, par rapport au groupe qui avait un supplément. Il y avait 75% des patients qui ont rechuté sur l'année. Donc, ça nous indique effectivement il y a une possibilité de maintenir la rémission sur ces patients. On voulait voir comment est-ce que se comporte la muqueuse, mais là, c'est une difficulté d'une étude de ce type-là en pédiatrie surtout. Vous voyez, avec que 24 sur 49 et 14 sur 51 des patients qui ont accepté la coloscopie de suite. Et du coup, les résultats, même s'il y a une tendance de cicatrisation plus avantageuse pour le cyclique, n'étaient pas significatifs parce que l'effectif de patient était trop faible. Pareil pour l'IRM, on n'a pas sorti un vrai effet significatif, même s'il y avait une tendance pour les patients qui avaient le traitement cyclique. Ceci m'amène à conclure ma présentation avec des données très solides dans la littérature pour dire un traitement nutritionnel est efficace pour la mise en rémission d'un patient avec une maladie de Crohn, maladie inflammatoire luminale. Quand c'est en exclusif, si c'est avec une diète non contrôlée en plus, c'est beaucoup moins efficace. Par contre, si on utilise les nouvelles diètes qui sont très contrôlées, c'est une alternative. Le profil d'effet secondaire, il est excellent, car il n'y en a pas. L'acceptation, ça dépend comment on présente les données, comment on guide le patient, mais peut être excellente. Il préfère bien entendu Peros par rapport à la sonde. Le grand avantage, c'est qu'il n'y a pas d'effet secondaire sur la croissance secondaire négatif de la nutrition entérale et qu'on peut rapidement cicatriser la muqueuse. Et comme discuté aujourd'hui, il y a des diètes différentes qu'on peut proposer comme traitement d'induction et il y a une perspective de considérer ce traitement sur le long terme comme alternative. Comme l'étude a été menée au sein du GT pédiatrique, ça m'est cher de remercier les collègues qui ont participé à l'étude CDHOPE. Et avec ça, j'aimerais bien vous remercier pour votre attention. Et je crois que les questions, on les regroupe à la fin des 2 topos. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Voilà, donc voilà le titre. On avance donc sur. Il y avait les liens d'intérêt, mais je ne sais pas si ça passionne tout le monde. Donc, les objectifs pédagogiques donc, de ce topo, ça va être de connaître d'abord les conséquences nutritionnelles de la maladie de Crohn compliquée, puisque c'est mon sujet. Savoir comment finalement nourrir ces patients dans des situations parfois spécifiques et connaître les indications de la nutrition assistée. Donc, on va beaucoup se baser sur ce texte. Donc, je vous l'ai mis en premier, on va le citer souvent, ce sont les recommandations de l'ESPEN, la Société européenne de nutrition clinique et métabolisme, c'est la version 2 des guidelines, donc des recommandations sur la nutrition clinique dans les maladies inflammatoires intestinales. Donc, vous voyez que c'est un gros pavé, il y a 450 références, il y a 71 recommandations, quelques-unes de grade A, la plupart de grade B, de grade 0, ou même simplement d'avis d'experts, mais un groupe d'experts européens qui s'est regroupé pour apporter des recommandations. Donc, je vais beaucoup m'appuyer là-dessus. Et si vous avez l'occasion de lire ce texte et de l'avoir finalement un petit peu en référence, c'est toujours intéressant. Alors, la première question qu'on peut se poser, la suivante, c'est le risque de dénutrition chez les patients hospitalisés pour une nuit. Je parle bien ici de l'adulte, bien sûr. Donc, il y a pas mal d'études. Je voulais insister un peu sur celle-ci qui est bien faite. C'est une étude canadienne, vous voyez, qui a évalué la prévalence de la dénutrition chez les patients hospitalisés pour une Mickey par rapport à un autre des groupes de patients qui n'étaient pas atteints de Mickey. Vous voyez qu'on avait un taux beaucoup plus élevé de dénutrition avec un risque relatif supérieur à 5.
curieusement, il n'y a pas de différence entre la maladie de Crohn et la RCH. Alors, je pense que c'est un biais parce que le fait que les RCH qui sont hospitalisés sont des RCH graves et donc des patients dénutris. Et moi, j'ai partie d'une génération où on a dit pendant des années, non, les RCH, il ne faut pas les nourrir. Hein. Ce n'est pas le problème où le traitement marche, où on enlève le côlon. On ne les nourrit pas et vous allez voir que ça peut changer un petit peu et ils sont dénutris. Donc peut-être qu'il faut aussi s'en occuper sur le plan nutritionnel quand ils sont gravement hospitalisés. Voilà. Donc, les facteurs de risque indépendamment liés à la dénutrition, c'était évidemment les maladies fistulisantes, hein, et puis avoir subi une chirurgie de résection. Voilà, la suivante. Alors, vous voyez, donc, je ne vais pas résister à vous mettre cette photo de ce pauvre jeune homme qui, vous voyez que la dénutrition est quand même parfois sévère. Hein, donc, vous voyez qu'il est vraiment très, très émacié. Il a manifestement, vous voyez ici, une fistule avec la sonde rouge là, qui sort de son ventre. Et vous voyez qu'une grosse fonte musculaire, c'est un patient qui est quasiment à la limite grabataire. Je vous rassure, il a récupéré entièrement, il va très bien, il vient à ses consultations en bon état général, il retravaille, etc. Mais vous voyez qu'on a quand même des situations qui sont encore parfois historiques, je dirais, malheureusement. La suivante. Alors, l'ESPEN et d'autres ont fait des recommandations et sur les conséquences. Quelles sont les conséquences de la dénutrition? Eh bien, on sait que ça augmente le risque d'infection nosocomiale. Alors, ce n'est pas que pour les multis, je vais vous le montrer juste après. Les risques de mortalité est plus élevé. C'est quand même gravissime parce que pour une maladie dont on dit normalement on ne doit pas mourir d'une MICI, hein, donc est augmentée. La durée d'hospitalisation, bien sûr, et le coût des soins, bien évidemment, également. La suivante. Donc, ça, c'est une étude qu'on avait fait avec Stéphane Schneider. C'était des études de prévalence de la dénutrition un jour donné et associée à la prévalence des infections nosocomiales dans un établissement de santé. Ici, ça repose, vous voyez, sur près de 600 patients. Et vous voyez que les patients dénutris sévères avaient plus souvent une infection nosocomiale un jour donné, à 14% contre 4,43% chez les non dénutris. Et la suivante vous montre que finalement, il y avait un risque relatif sur 5 d'augmentation d'infection nosocomiale chez les patients dénutris. Donc, mais ça, toute pathologie confondue. Donc, c'est des choses qui sont maintenant bien connues. Alors, l'ESPEN redit la même chose dans ses recommandations, hein, et dit que les patients doivent être dépistés pour la dénutrition au moment du diagnostic, hein, et régulièrement, hein, et donc vous voyez que c'est un consensus à 100%, hein, voilà, et il faut traiter évidemment la dénutrition des patients. La suivante. Alors, la maladie de Crohn, on m'a demandé de traiter les formes compliquées. Voilà un peu l'évolution de la maladie de Crohn. Donc, en rouge, c'est au départ, hein, vous voyez, une maladie qui est plutôt inflammatoire. Et puis, les complications arrivent. Les complications, c'est quoi? C'est la sténose, hein, en jaune, ou la fistule, ici en vert. Et vous voyez qu'avec le temps, hein, eh bien, on a de plus en plus l'apparition de formes compliquées. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on dit qu'il y a une fenêtre de tir pour traiter les patients, comme le schéma que vous avez montré tout à l'heure, Franck, au début, quand la maladie est inflammatoire. C'est plus simple que quand la maladie est compliquée avec une fistule ou une sténose. La suivante, et là, vous voyez que sur l'animation, finalement, la chirurgie, elle augmente, parce qu'évidemment, quand il y a une sténose, quand il y a des fistules, on est parfois amené à opérer les patients. La suivante. Alors, comment on prend en charge? On va parler d'abord des sténoses, et puis après on fera les fistules. Comment on prend en charge une sténose? Alors, vous savez, on oppose classiquement, et on dit toujours, hein, ah oui, il y a les fistules, les sténoses, est-ce qu'elles sont inflammatoires ou est-ce qu'elles sont fibrosantes? Alors, intellectuellement, c'est bien, parce que si c'est de la fibrose, voilà, c'est pas réversible, donc on a tendance à dire on va faire la chirurgie. Si c'est inflammatoire, on a plutôt tendance à faire un traitement médical. Je ne suis pas un grand histologiste, mais on voit sur ces petits schémas d'histologie finalement que, en fait, ça coexiste, l'inflammation et la fibrose. Et on voit chez les patients qui ont plutôt une maladie, une sténose fibreuse, les corticoïdes qui peuvent marcher. Et donc, voilà, il faut toujours avoir en tête qu'il peut y avoir un petit peu les deux. Et puis, vous voyez qu'il y a quand même une gradation finalement. Et sur les IRM que l'on voit ici, hein,
Sur l'IRM de gauche, vous avez un rehaussement modéré en T1, donc on a plutôt tendance à avoir quelque chose qui est plutôt fibreux, même si vous voyez qu'il y a quand même un rehaussement avec tout ce qui est en blanc, hein, qui est un petit peu inflammatoire, mais évidemment sur l'image de droite, vous voyez que c'est beaucoup plus inflammatoire, et on a tendance à être plus quand même sur un traitement médical. Alors comment on traite les sténoses? Eh bien, c'est les corticoïdes, c'est les anti-TNF-alpha, les autres biothérapies éventuellement, les dilatations endoscopiques, plutôt d'ailleurs sur les formes fibreuses, et puis la chirurgie. Et évidemment, on évite la chirurgie en urgence. Et je crois que j'ai essayé de bien vous le démontrer tout à l'heure. La suivante. Alors, quelles sont les recommandations diététiques chez le patient porteur d'une sténose? D'abord, les définitions vraiment de ces sténoses. Hein, donc, à gauche, vous avez, vous voyez, le tout petit orifice, hein, sur l'image endoscopie, la tête d'épingle, on va dire. Ben voilà, c'est ce qui reste pour passer. Alors, vous imaginez que certains aliments ne vont pas passer. Hein, c'est pas besoin d'avoir fait beaucoup de médecine pour comprendre que là, manifestement, voilà. Alors, on a toute une collection de gens qui se mettent en occlusion sur, récemment, quelqu'un qui avait mangé une morille, par exemple. Vous voyez, on a retrouvé la morille à la chirurgie, des noix de cajou. Voilà, il y a des recommandations évidentes, si vous voulez, sur la texture de l'alimentation. Ça n'a rien pour traiter de l'inflammation, c'est juste mécanique pour la sténose. Et à droite, vous avez l'image classique sur les images barytées, hein, qu'on ne fait plus maintenant, mais vous voyez bien quand même l'intestin grêle sténosé avec la dilatation d'amont qui parle vraiment qui montre vraiment la sténose et la dilatation avec cet intestin qui va lutter pour que les aliments puissent passer. Hein. Voilà. Donc, chez les patients qui ont une maladie de Crohn avec une sténose et avec des symptômes, une alimentation doit être adaptée, hein, en texture. Et là, il faut vraiment travailler avec le patient. C'est très personnalisé parce qu'il y a des gens, il y a ça qui passe, d'autres qui ne passent pas. Et on va discuter avec le patient pour voir qu'est-ce qui va passer le mieux. Hein. Et puis, la nutrition entérale, par sonde ou par voie orale, évidemment, elle trouve là toute son indication puisque, en général, ça, la nutrition entérale va passer. La suivante. Alors, voilà, on va juste s'attarder sur cette étude que je trouve personnellement remarquable. C'est une étude, vous voyez, qui est un petit peu confidentielle, qui n'a pas été très médiatisée, on va dire. Et c'était des patients qui avaient une maladie de Crohn avec une sténose qui était plutôt jugée inflammatoire sur le scanner. Et ils ont été 65, donc enrôlés dans cette étude. Ils ont reçu une nutrition entérale, c'est une étude ouverte. Hein. Et finalement, 59 ont été analysés à la fin. Et 50, vous voyez, sur les 59, ont pu terminer la nutrition entérale qui était ici pendant une durée de 12 semaines. Avec une alimentation entérale semi-élémentaire à l'aide d'une sonde nasogastrique. Ils recevaient entre 1500 et 2000 millilitres par jour. Pas d'alimentation orale, que liquide, de l'eau, du thé. Voyez. Et finalement, à la fin de cette étude, 73% sont en rémission, hein, clinique, 35% sont en rémission radiologique, et puis il y a des rémissions partielles ou des rémissions complètes, presque, vous voyez, 1 sur 2 en rémission complète. Donc ça montre bien, sur une sténose inflammatoire, ce que nous disait Franck chez l'enfant, que la nutrition entérale, ça a quelque chose vraiment d'utile pour traiter l'inflammation. Alors vous allez voir sur la diapositive suivante, je trouve ça, moi, tout à fait. Alors on va laisser tomber les tableaux de gauche et regardez simplement la partie droite de la diapositive et vous avez des coupes de scanner. Alors vous voyez sur le A, hein, vous voyez l'épaisseur de la paroi de l'intestin grêle, hein, très très épais. Ce qui est en noir au milieu, c'est la lumière intestinale, donc c'est un petit peu la tête d'épingle de tout à l'heure, vous voyez, hein, ou l'image radiologique de tout à l'heure. Et puis à droite, vous voyez, c'est le après. Hein. Alors évidemment, on fait toujours la photo avant-après quand ça marche. Alors vous voyez ici la synthèse finalement, hein, schématisée ici, avec une très nette diminution de l'épaisseur de la paroi de l'intestin grêle au bout des 12 semaines de nutrition. Donc il y a vraiment un effet net sur la sténose inflammatoire de la nutrition entérale.
Et je trouve que cette étude est vraiment très démonstrative pour ça, pour montrer vraiment l'efficacité de la nutrition entérale sur la cicatrisation muqueuse, comme nous l'a montré Franck tout à l'heure, mais également donc sur l'épaisseur de la paroi. Alors évidemment, on ne peut pas faire des endoscopies dans le grêle sans arrêt, etc. Donc on n'a pas de données endoscopiques, mais je trouve que ça très intéressant. La suivante. Alors les abcès, bon, vous voyez, bon, de temps en temps, c'est caricatural. Vous voyez, ce jeune homme là aussi qui avait un abcès. Bon, il n'y a même pas besoin de faire un scanner pour voir qu'il a un abcès. Bon, le scanner, évidemment, le confirme. Quel est le traitement de l'abcès dans la maladie de Crohn? Eh bien, c'est le drainage radiologique le plus possible. Les antibiotiques, bien sûr. Pas de corticoïdes, pas de médicaments biologiques. Éviter la chirurgie en urgence. Et puis, j'ai mis la nutrition entérale. Ben, figurez-vous que certains ne sont pas encore convaincus. Il y a encore des gens, ben non, on les laisse à jeun, ben oui, ben on ne peut pas utiliser de corticoïdes, on ne peut pas utiliser d'anti-TNF, on ne peut pas donner de traitement. Et on ne les mettrait pas en nutrition entérale, qu'elle soit par sonde ou buvable. Nous, on le fait systématiquement, bien évidemment, ça paraît assez évident. La suivante. Alors, les recommandations de l'ESPEN sur les patients qui ont une fistule entérocutanée, eh bien, lorsqu'elle est distale, et c'est le plus souvent distal, puisque avec la maladie de Crohn, elle est préférentiellement sur la région de l'ilion terminal, iliocolite droite, etc., eh bien, la nutrition entérale est parfaitement recommandée dans ce cadre-là. Si vous avez des fistules beaucoup plus hautes et à haut débit, eh bien, ça peut être la place de la nutrition parentérale parce que eh bien, l'absorption ne serait pas suffisante. Dans notre expérience, c'est quand même assez rare que la nutrition parentérale soit nécessaire, sauf dans des formes vraiment particulières où des gens ont des multiples fistules, des fistules jéjuno-cutanées, etc. La suivante. Alors, cette partie-là est importante, le préopératoire, finalement. Les patients, bon, vous savez, la maladie de Crohn est souvent opérée. Vous avez vu, quand sur la courbe du début, la partie bleue, ça montait. Il y a quand même beaucoup de patients opérés. On dit que 40-50% des maladies de Crohn vont être opérées. Donc, c'est quand même une situation fréquente. Et que dit l'ESPEN? Eh bien, il est recommandé d'évaluer l'état nutritionnel et des interventions diététiques qui incluent des traitements nutritionnels sont indiqués chez les patients dénutris et ceux qui sont à risque nutritionnel. Alors, ils ne sont pas tous dénutris. Quand ils ont une indication opératoire, que ce soit pour une fistule ou pour une sténose, ils sont quand même très souvent à risque nutritionnel. La suivante. Alors, là aussi, cette étude, je trouve absolument remarquable. C'est des collègues britanniques. C'est une étude cas contrôle, mais bien faite. C'est-à-dire qu'on a pris des cas et on a comparé à des gens contrôlés. Alors, c'est quoi les cas? C'est les 141 patients qui ont bénéficié de nutrition entérale par Modulène en préopératoire. Les volumes ont été déterminés par les besoins énergétiques, la tolérance, la durée moyenne de la nutrition entérale était de 6 semaines. Et finalement, on les a comparés à un groupe historique qui ont eu la stratégie straight to surgery, c'est-à-dire la chirurgie directe, sans nutrition avant. Il y a 150 sujets. Et donc, on a pris pour chaque patient traité par nutrition entérale 3 patients contrôle. Donc, on avait vraiment une étude cas contrôle de très, très bonne qualité. Vous voyez que finalement, 3 seulement des patients n'ont pas toléré au moins 4 semaines de nutrition entérale. Donc, c'est un résultat qui est plutôt bon et qui correspond vraiment à notre expérience, on va dire. La suivante. Et le résultat principal de l'étude, c'est surtout la partie droite de la diapositive, c'est les complications. Moi, je crois que ça se passe assez de commentaires. Il y a beaucoup moins de complications post-opératoires que dans le groupe entéral, que dans le groupe pas de nutrition entérale. Alors, les complications, c'était essentiellement la charge d'anastomose avec un abcès, une collection, c'est vraiment ce qu'on craint. Voilà. Et puis, les abcès de paroi, c'était le principal qui ressortait. Sur la partie gauche de la diapositive, il y avait aussi la durée de la chirurgie qui était plus courte chez les patients qui avaient bénéficié d'une nutrition entérale préopératoire. La suivante. Alors, ça, c'est tout récent. Là, je vous fais un petit scoop. C'était présenté
par Mathurin Fumery au Congrès européen. L'objectif de l'étude, ce n'était pas la nutrition, hein, c'était de voir si les traitements biologiques, les biothérapies, étaient associés à plus de complications post-opératoires. Alors, on a regroupé 1200 patients tout de même, hein, de 22 centres français qui ont été opérés. 26% ont fait au moins une complication, 38% des 26% avaient une complication sévère sur les classifications classiques de d'Indo. Et finalement, bon, on va passer les différents facteurs associés aux complications. Et en rouge en bas, vous voyez que ce qui est ressorti dans l'étude, c'est que ceux qui avaient eu la nutrition entérale préopératoire faisaient moins de complications. Et avec un autre ratio, vous voyez, de 0,12. Et c'est considérable, 0,12, hein, c'est considérable. Et voilà, donc la nutrition entérale dans cette étude qui n'était pas faite pour ça, elle est ressortie en analyse multivariée en facteur protecteur des complications de la chirurgie. Moi, je dis, nos collègues chirurgiens maintenant sont complètement, voilà, sont complètement absolument certains de ça, ils nous confient des patients, etc. Je trouve qu'il y a pratiquement une erreur médicale que de ne pas préparer le patient à la chirurgie en cas de complication de la maladie Crohn par une nutrition entérale. Ça me paraît assez évident. Alors, la suivante. Donc, qu'est-ce qui peut faire que ça marche, en fait? Qu'est-ce qui peut faire que ça marche? Bon, il y a l'effet nutritionnel, évidemment, hein, mais il y a d'autres effets. On prend son temps. On prépare le malade psychologiquement. On peut aussi lui faire de la préhabilitation. On se met à distance des corticoïdes. On se met à distance des traitements biologiques. Enfin, il y a un tas d'éléments qui font qu'aujourd'hui, quand on peut attendre, il vaut mieux attendre. Alors, 6 semaines, oui, 2 mois. Enfin, nous, on essaye de faire 2 mois à peu près. Hein. Le temps, de toute façon, de revoir le chirurgien, de prendre la date, la consultation d'anesthésie. Finalement, on arrive à 2 mois. Et d'attendre pour mettre le patient dans des bonnes conditions pour l'opérer. Alors, en post-opératoire, que dit l'ESPEN? Eh bien, on remange rapidement. Hein. Ça, c'est. Je vais vous montrer une diapo sur le ERAS, bien sûr. Hein. Et lorsque il y a des colectomies, et il faut faire bien attention à l'équilibre hydroélectrolytique et qui doit être là très très personnalisé. La suivante. Donc les races, vous savez, hein, donc maintenant on n'est plus à la chirurgie post-opératoire de grand-papa où on laissait les gens à jeun avec une sonde nasogastrique en aspiration, on attendait 5 jours qu'il y ait eu le moindre petit gaz ou le moindre petit bruit hydroaérique pour lui donner à manger, etc. On renourrit les gens très très précocement. Il y a tout un tas d'éléments qui font que la chirurgie moderne maintenant s'est mise en place dans quasiment tous nos centres avec des groupes européens ou français, hein, et qui permet de réduire les complications. Et parmi les différents moyens pour réduire les complications de la chirurgie, il y a évidemment les méthodes nutritionnelles, notamment renourrir le patient précocement, mais également lui donner des compléments liquides sucrés préopératoires quelques heures avant l'intervention, etc., etc. La suivante. Alors, l'entérostomie, hein, les gens qui ont une stomie, quelles sont les recommandations? On a beaucoup de patients qui sont stomisés, ne serait-ce que pour une résection iléocolique droite où il y a encore des fistules, etc. Le chirurgien, il y a encore des corticoïdes, préfère mettre une iléostomie. Eh bien, il faut faire attention au débit hydroélectrolytique. Hein. Plus la stomie est haute, évidemment, plus le débit va être important, mais on voit même chez des gens qui ont une banale iléostomie terminale, qui se retrouvent avec des débits de stomie de 1,5 litre parfois, et ça pose quand même parfois des problèmes hydroélectrolytiques, et dans certaines séries chirurgicales, on peut voir parfois des décès par déshydratation, ce qui paraît quand même assez incroyable. Donc, il y a un certain nombre de recommandations qu'il faut apporter à nos patients et surtout donc de réduire finalement les liquides hypotoniques, hein, parce que ça va faire un appel finalement de sodium et d'eau, et donc ça va augmenter les débits et favoriser les déshydratations. La suivante. Alors, quel conseil? Là, vous voyez donc la docteure qui donne des conseils à son patient.
ça peut être tout membre de l'équipe, hein, bien leur expliquer, c'est important. L'important, c'est de bien boire, d'éviter une déshydratation. Ne pas boire d'eau plate. Dans cette situation, l'eau plate, c'est un poison, hein. Il faut boire une eau enrichie en sels minéraux, alors par exemple la Vichy ou d'autres, mais c'est celle qui contient le plus de sodium. Pour favoriser l'absorption de l'eau, il faut une concentration d'environ 2 grammes de NaCl par litre, ce qui fait 5 grammes de sel. Donc le truc classique, hein, vous avez un sujet qui avait déjà un régime sans sel pour une hypertension, une iléolostomie, il continue le régime sans sel et il se déshydrate. Donc ça, c'est vraiment la chose qu'il ne faut pas faire. Donc ça, il faut l'anticiper, hein. N'hésitez pas à consommer des aliments salés. Il faut l'expliquer au médecin traitant parce qu'il dit, mais je ne comprends pas, vous dites manger salé alors qu'il est hypertendu. Ben oui, mais dans cette situation, le sel, il fiche le camp dans la stomie. Donc de toute façon, il peut manger du sel, bien évidemment, il doit manger du sel. On peut également utiliser les solutions de réhydratation de type OMS, ou alors les gélules de sel qui sont utiles. Voilà. Il faut également fractionner l'alimentation. Donc ça, c'est les recommandations de base. La suivante. Voilà, on va passer, parce que bon, ça c'est pour montrer effectivement que quand c'est hypoostomie, il y a un appel d'eau et à l'inverse. Voilà, on va passer pour gagner du temps. Et finalement, on arrive à un équilibre iso-osmolaire pour environ 2 grammes de sodium, de NaCl, par litre. La suivante. De sodium, pas de NaCl, bien sûr. Donc, vous voyez les gélules de sel, vous voyez la composition des différentes boissons. La suivante. Alors, les complications de la maladie de Crohn, c'est aussi l'insuffisance intestinale. Et vous voyez dans cette étude de Loris Pironi, chez l'expérience de l'ESPEN sur la nutrition parentérale, les gens qui sont en situation d'insuffisance intestinale, et bien la maladie de Crohn reste la première cause d'insuffisance intestinale. La suivante, à côté de l'infarctus mésentérique, des complications de la chirurgie, etc. Alors, les colites graves, il y a des patients qui développent une colite grave, que ce soit la maladie de Crohn, mais plus souvent la rectocolite hémorragique. Le traitement, c'est avant tout les anti-TNF-alpha, également la cyclosporine. David Larry avait montré que les deux traitements étaient identiques et environ 20% de ces patients doivent subir une colectomie à 3 mois. Donc, oui, c'est une situation vraiment très grave. La suivante. La prise en charge nutritionnelle est recommandée dans ce cadre-là parce qu'il y a une très, très importante entéropathie exudative. C'est des gens qui sont rapidement dénutris, mais la nutrition, jusqu'à maintenant, on dit, ne remplace pas de toute façon le traitement médical. Et c'est surtout donc la nutrition entérale qui est recommandée. La suivante. Et puis, il y a eu cette étude, une étude qui est sortie pendant le Covid, qui a été réalisée pendant le Covid. Donc, la puissance de l'étude est un petit peu faible, malheureusement. C'est des collègues de New Delhi qui ont randomisé des patients qui avaient une colite grave pour être traités de manière normale, c'est-à-dire les corticoïdes au départ. Et l'objectif de l'étude, c'était l'échec des corticoïdes. On comparait l'échec des corticoïdes, en fait, en fonction du patient, que les patients recevaient un traitement standard et sans attention particulière sur le plan nutritionnel, ils avaient peut-être le régime sans résidus de l'hôpital, ou une nutrition entérale exclusive. Vous voyez qu'on a une différence assez nette, même si en intention de traiter, on est à la limite de la significativité, en faveur de la nutrition entérale, où il y avait moins donc d'échecs des corticoïdes. Ça ne sortait pas sur la colectomie, mais l'effectif, évidemment, ne le permet pas de sortir sur la colectomie. Donc, c'est vrai que ça nous fait beaucoup réfléchir, et dans nos colites sévères qu'on reçoit, on a 1 à 2 colites sévères par semaine dans le service, c'est vrai que très souvent, on associe la nutrition entérale ou buvable ou par sonde à la prise en charge médicale. Évidemment, ça ne change pas la prise en charge médicale. Bien sûr. La suivante. Alors, finalement, quel produit de nutrition entérale? Je crois que tout à l'heure, Franck l'a dit, hein, il n'y a pas de produit miracle. Et donc, quand on fait les méta-analyses des études, c'est surtout les produits polymériques. Hein, voilà. Les produits spécifiques qui contiennent de la glutamine, des acides oméga 3 ou tout ce que vous voulez, ça n'apporte rien. En tout cas, il n'y a rien de démontré utile à ce niveau-là. La suivante. Alors finalement, pour terminer les messages, les patients atteints de MICI qui présentent des complications doivent faire l'objet évidemment d'un dépistage de la dénutrition. La nutrition entérale standard est généralement bien tolérée et doit être envisagée chez les patients.
La nutrition parentérale n'est indiquée qu'en cas de fistule à haut débit, le syndrome de l'intestin court ou lorsque l'entéral n'est pas toléré. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a un effet propre de l'entéral et puis puisqu'il y a également un effet propre de la parentérale sur la survenue de complications, notamment les complications de cathéter. Donc, c'est vraiment, à mon avis, une erreur d'utiliser la parentérale en première ligne. Et puis, chez les patients atteints de colite sévère, eh peut-être que la nutrition entérale a sa place comme traitement de soutien. Et je vous remercie pour votre attention. Eh bien, merci beaucoup, Franck et Xavier, d'avoir été nos orateurs pour ce webinaire.